Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. Alors, quand cette review va sortir, elle sera certainement très à la bourre, mais voilà, j'ai de moins en moins de temps, ces derniers temps, c'est terrible. Mais bon, voilà, ça va prendre son temps certainement. La 12 va arriver aussi, parce que je sais qu'à mon avis, je vais poster cette review après que l'épisode 12 soit sorti. Ben voilà, ça prendra son temps, comme son temps. Moi, j'ai pas, malheureusement, j'ai plus autant de temps qu'avant. Mais voilà, je le fais quand même, donc allons-y. C'était d'ailleurs un épisode encore assez fun, avec aussi un peu de sérieux quand même, parce qu'il en faut toujours un peu. euh, car Tokiyuki va devoir transmettre son amour de la fuite à des soldats prêts à mourir joyeusement. Et ça, vous allez voir que c'est pas facile. L'épisode commence par l'introduction du vil légat Kiwara, qui compte bien s'en mettre plein les poches en taxant la seconde récolte de blé qui d'habitude ne l'est pas. Hein, c'est pas une loi écrite, mais en général, le gouverneur il fait acte de générosité, il dit ok, la seconde récolte ne sera pas taxée, mais là, Kiwara, il en a rien à faire et il le fait quand même. Concernant la voix du légat justement, donc de Kiyohara, est assez fidèle au caractère du personnage, donc c'est bien à jouer de la part de son Seiyu, qui, comme tous les autres, nous offre une prestation de qualité. Et en rapport avec le personnage, je pense que c'est celle qui se rapproche le plus de ce que j'avais imaginé pour le personnage. Je trouve cependant que Cloverworks exagère un peu trop sur la comédie. D'ailleurs, ça va être un peu ça tout l'épisode, j'ai l'impression. Sur cette partie où l'on voit Sadamune et Kiora faussement rigoler un peu trop longtemps sans que ça apporte vraiment quelque chose. Généralement, j'aime bien les rajouts de Cloverworks, hein. Je pense que si vous avez eu Melo Review, vous le savez. Mais là, je trouve que c'est un peu trop long. Et voilà, hein, les plus courtes sont les meilleures, comme on dit. Donc là, voilà, pour une fois, j'aime bien les comédies. Souvent, Cloverworks va plus loin que Yusei Matsui et ça me fait rire. Mais là, je sais pas, c'est un peu trop long, trop redondant. Enfin, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Cela dit, l'arrivée brutale du Lega va provoquer des troubles, notamment dans le nord de la province de Shinano, donc qui est en dehors du territoire de Suwa. Le territoire de Suwa est dans la province de Shinano, mais bon, tout le territoire de Suwa n'est pas toute la province de Shinano, si vous voulez ce que je dis. Et donc, le soldat, enfin, je sais pas s'il est général ou quel grade il a dans l'armée, mais voilà, c'est Oshina Sawaburo qui a fomenté une rébellion. Comme pour Shokan, Cloverworks décide de révéler l'apparence d'Oshina directement, là où Yusei Matsui a d'abord entretenu le mystère en ne décidant qu'une silhouette noircie. Ça n'a pas de grande incidence, hein, mais je trouve ça toujours étonnant comme choix. Pourquoi ne pas suivre le manga? Mais après, bon voilà, c'est vraiment un détail. Honnêtement, j'en ai rien à faire, donc voilà. Mais je suis toujours curieux de savoir les décisions qui sont prises pour ce genre de truc. Et honnêtement, ça m'intéresserait de savoir. Mais du coup, au sanctuaire Sua, Yorishige explique à Tokiyuki qu'Oshina et ses hommes n'ont aucune chance de gagner. Et pendant cette explication, on a un plan superbe dans un style peinture sur tableau, vraiment impressionnant. Encore une fois, pour ce qui est des décors et des plans fixes comme ça, Cloverworks sont toujours exceptionnels. Et ensuite, c'est Yorishige qui demande à Tokiyuki, et c'est insaisissable, d'aller voir Oshina et ses hommes et demander de cesser le combat et de prendre la retraite dans le nord de la province. Alors cela peut paraître étonnant, vu que Yorishige était très soucieux quand Tokiyuki est parti en mission au village de Nakayama, je pense que ça s'appelle, là où ils ont rencontré Shoken. Hein, c'était un truc pas très loin, et à la base ça devait pas être très, très dangereux, alors qu'il là il sait très bien qu'il y a des ennemis et tout ça. Mais non, là cette fois-ci Yorishige, c'est lui qui demande. C'est étonnant, donc nous on étonne aussi. Mais Kojiro aussi s'en étonne d'ailleurs. Et Yorishige explique que ce sera une bonne occasion de former Tokiyuki au grade de général, auquel il aspire, mais aussi de passer son don de l'évasion à un autre niveau. Et en plus, soi-disant, il dit qu'il a vu des visions comme quoi Tokiyuki reviendrait sain et sauf. Bon, ça, on ne sait pas ce qu'il raconte, mais c'est ce qu'il dit en tout cas. Et étonnamment, Cloverworks fait l'impasse sur les cases illustrant les propos de Yorishige, alors que d'habitude ils le font bien. Mais pas cette fois-ci, ils ont décidé que apparemment ça ne les intéressait pas. Bon, encore une fois, c'est pas un drame, mais je trouve que ça aurait été sympa quand même. Du coup, le groupe des insaisissables part alors pour le nord de Shinano, mais sans Ayako et Shizuku, au grand regret de Gemba, qui n'apprécie pas ce voyage 100% masculin. Ça, c'est sûr que celui-là, il aurait bien aimé. Hein.
Kojiro, lui, a des préoccupations plus terre à terre, car il hésite entre protéger Tokiyuki et les alliés de Suwa, parce qu'il s'est dit que s'il protège Tokiyuki, ben, il ne pourra pas protéger les alliés de Suwa, mais s'il protège les alliés de Suwa, il ne pourra pas protéger Tokiyuki, hein, parce que malheureusement, il ne sait pas faire comme Naruto et faire un Kagebunshin no Jutsu, donc voilà, il ne peut pas se dédoubler. Et dans cette réflexion de Kojiro, j'ai bien aimé le style de dessin en arrière-plan, illustrant ce que pense le jeune garçon. C'est un style très détaillé, un peu sombre et sans yeux visibles, donc ça fait très sérieux en fait. Beaucoup plus sérieux que dans le manga, qui est rare parce que généralement Cloverworks c'est tout le contraire. Mais là, ils ont cette idée de faire un truc plus sérieux. Parce que dans le manga, Tokiyuki est aussi apeuré, mais c'est avec une expression gaguesque. Et d'habitude, Cloverworks va plutôt dans le sens de Yusei Matsui, comme je disais. Et même au-delà, hein, souvent ils vont plus loin que dans la comédie. Mais là, ils font exactement le contraire. Je sais pas pourquoi. Mais en même temps, ça donne très bien, c'est très joli. J'aime bien le style très sombre et très détaillé comme ça. Et c'est vrai que ça, ça correspond plus aux pensées de Kojiro, hein, qui est effectivement beaucoup plus sérieux dans ses réflexions. Donc moi je trouve que c'est un excellent choix. Les deux sont valides, hein, parce que je sais que Yusei Matsui aime bien toujours mettre un peu de comédie, même dans les moments sérieux. Mais là je trouve qu'ils fassent le truc 100% sérieux, c'est très bien aussi. Donc bravo, encore une fois, c'est très joli. Mais cela dit, Kojiro est finalement surpris par Tokiyuki, qui en fait lui demande d'agir comme bon lui semble, et de ne pas se limiter à le protéger. Et ça surprend beaucoup Kojiro, parce qu'il s'y attendait pas. Et je sais pas s'il le dit dans l'anime, mais je sais que dans le manga il dit que bah, du coup, Tokiyuki devient de plus en plus le général qu'il veut devenir. Et ça, c'est un compliment plutôt sympa venant de la part de Kojiro, qui au départ trouvait Tokiyuki un peu faible. Hein. Mais donc, après 2 jours de voyage, les insaisissables arrivent au camp militaire du général Oshina. Bon, je vais l'appeler général parce qu'en fait, c'est lui qui dirige tous les hommes. Oui, je sais pas s'il est vraiment général en fait, mais pour les facilités de Zetriryu, je vais l'appeler général Oshina, c'est plus facile. Et du coup, ils arrivent au camp. Tout semble bien commencer avec le garde très aimable, mais une fois dans le camp, on voit directement que ça va être compliqué, vu les têtes exagérément hostiles des soldats qui sont vraiment prêts à mourir pour leur terre. Ce plan est une copie quasi parfaite de la case du manga. C'est assez épatant d'ailleurs d'avoir réussi à se calquer sur le style de Yusei Matsui. À un tel détail, je veux dire, honnêtement, on aurait pu croire que c'est les deux qui ont dessiné la case du manga et de l'anime. Mais du coup, le plan d'après, avec Tokiyuki et ses compagnons médusés, partant de Hargne, est aussi un calque quasi parfait du manga. Décidément, ça s'enchaîne. Mais ensuite, ça se démarque quand les soldats demandent si Suwa va envoyer du renfort. C'est plutôt bien pensé d'avoir rassemblé comme ça, si je puis dire, les têtes et les faire avancer vers nous spectateurs, car on ressent du coup vite le sentiment d'oppression que Tokiyuki doit ressentir en ce moment. Devant tant d'ardeur à mourir au combat, Tokiyuki désespère rapidement dans une scène très comique aux expressions exagérées, mais qui retranscrit bien l'expression du manga avec bien l'ajout du mouvement et de la voix. Encore une fois, Asaki Yuikawa, donc la seiyuu de Tokiyuki, nous fait là une prestation impeccable de comédie avec ce cri de désespoir cartoonesque. Mari Ino, qui est la seiyuu de Kojiro, n'est pas en reste, car avec la voix que donne à Kojiro très grave, mais aussi très comique, hein, on sent bien que c'est de la comédie, hein, quand Kojiro lui l'empêche de Tokiyuki de fuir. Et du coup, le duo est vraiment parfait dans cette scène. Ah, c'est vraiment, encore une fois, c'est nickel. Ça fait plaisir. Heureusement pour Tokiyuki, l'espoir n'est pas perdu, car il y a quand même une personne sensée dans le camp, c'est Shinomiya Saemontaro, c'est pas facile à dire son nom, un allié d'Oshina qui, je pense, c'est les terres voisines d'Oshina. Ce dernier demande à l'être qu'apporte Tokiyuki, et semble ensuite tout à fait convaincu que la retraite serait en effet la meilleure solution, ce qui bien sûr ravit Tokiyuki qui en pleure de joie, encore d'une manière très gaguesque, mais encore une fois, c'est dans le manga aussi. Donc on peut pas. Ça fait peut-être beaucoup de gags dans un seul épisode, mais bon, ça vient du manga, donc si vous n'aimez pas, c'est que vous n'aimez pas le manga, donc c'est dommage. On a ensuite le retour des cartes de bataille, ça fait toujours plaisir. Toujours très pratique pour choisir l'ensemble du combat, mais aussi la stratégie de retraite de Shinomiya. Donc ça, j'aime bien toujours dans le manga. Il y a beaucoup, j'exagère, mais quand il y a des batailles, il y a souvent des petites cartes pour bien montrer l'état du champ de bataille et qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça. Et les mouvements de troupes, franchement, moi j'adore tout ça. Il n'y en a pas beaucoup dans l'anime, mais quand il y en a, ça fait toujours plaisir.
Cela dit, Oshina est tout aussi insensible aux demandes de Shinomiya que de Tokiyuki, et devant cet entêtement, Fubuki et Kojiro proposent de laisser les soldats se battre pour les calmer un peu, et une fois terrassés par la fatigue, ils seraient peut-être plus sensibles à l'idée de fuir. La bataille commence donc, et elle semble très déséquilibrée, vu les nombres donnés. Je pense que le camp du légat, je crois que c'est 580 hommes, et je pense qu'Oshina c'est 180 et quelques hommes. Donc et la différence est quand même assez différente. Hein. Mais c'était sans compter sur les stratégies impeccables de Fubuki, parce que la fumée créée par Gemba pour aveugler les archers, les troncs d'arbres relâchés pour emporter les soldats tentant de traverser la rivière, permettent ainsi à Oshina de ne pas se faire vaincre directement. Ce qui est intéressant dans cette bataille, c'est de voir comment Cloverworks est gérée, car c'est la première véritable bataille, parce que la petite bataille de Nakayama, enfin le village où il y avait Shokan, là, bon, on va dire que c'était une grosse bataille de grande ampleur, donc on ne peut pas vraiment voir de quoi ils étaient capables. Et surtout que bon, ça va pas l'air comme ça dans cette saison, mais de les samouraïs sera quand même une longue succession de batailles. Et donc voilà, on va savoir comment le studio va gérer ça. Et je dois avouer que voilà, c'est pas super. La CGI elle n'est pas très gracieuse quand on voit Kojiro sur son cheval. Encore une fois, j'ai vu pire, il y a pire certainement, c'est pire, mais en même temps, voilà, on voit toujours différence entre les scènes animées classiquement et la CGI, donc c'est un peu dommage. Il y en a qui parfois qui sont très cachés. J'ai vu que dans certains épisodes, où j'ai lu des commentaires sur Twitter de gens qui avaient travaillé dessus, qu'ils avaient mis de la CGI mais qu'on la voit absolument pas. Ça c'est incroyable. Mais ici, on la voit, c'est pas super joli. Et en plus, le reste du combat, c'est pas très animé, je trouve, dans le sens l'animation. C'est animé parce que ça se bataille. Donc voilà, là, on va pas dire que j'ai été rassuré, mais en même temps, pour être honnête, la bataille n'a pas duré assez longtemps pour s'en faire une véritable idée. C'est vrai que c'est une escarmouche presque à ce moment-là, ça dure pas très longtemps. Dans le manga aussi, ça dure peut-être, je sais pas combien, mais ça dure très peu de temps aussi. Donc, on verra, surtout normalement dans l'épisode suivant, je pense qu'il y a la suite de la bataille qui sera à mon avis un peu plus longue. Mais mes souvenirs sont un peu flous, donc ça tombe, il n'y aura pas de bataille du tout. Donc on verra pour une possible saison 2 si ils vont faire ça mieux. Parce que pour l'instant, on va pas dire que ça m'a rassuré, mais en même temps, voilà, ça va pas durer très longtemps. Donc ça, on verra. Mais après ces quelques craintes, revenons à la bataille, parce que Oshina s'extasie devant la ferveur de Kojiro à combattre, et surtout à mourir. D'ailleurs, Oshina se demande si Kojiro va mourir avec lui. Ça enchante beaucoup Oshina, mais par contre, Tokiyuki, ça l'embête beaucoup, voire même ça l'agace beaucoup. Ce qui n'est pas son genre d'ailleurs, d'être aussi agacé. Mais bon, quand on sait son passé, cette ode à la mort, lui qui a vu déjà beaucoup trop de morts à la chute de Kamakura, forcément, ça l'emballe pas du tout. Cloverworks fait alors un enchaînement de plans montrant les soldats d'Oshina se réjouissant de mourir au combat, sur un fond rouge sang plutôt bien pensé, pour ensuite finir le plan de Takatoki, donc le père de Tokiyuki, à Kamakura, ce qui reste lui aussi dans le temps rouge, parce que forcément il y a des flammes et tout, donc franchement c'est bien pensé. Si les plans sont des calques du manga, l'ajout de couleurs adéquates rend la scène vraiment parfaite, même si ça va très vite, c'est vraiment des flashbacks. Dans le manga, c'est une case qui prend la moitié de la page, donc on a bien le temps de l'observer en détail, mais ça n'empêche pas que l'adaptation de Cloverworks a son effet aussi. C'est vrai que c'est un truc, parfois sur certaines planches du manga, c'est bien d'avoir le manga parce que tu peux, si tu as envie de rester pendant 2 heures sur la planche du manga, tu peux rester 2 heures. L'anime, il faut faire pause, si tu veux faire pause, tu peux rester. Mais là, généralement, eux, ils vont plus vite. Et c'est vrai que parfois, tu as l'impression que ça va trop vite et que tu peux vraiment pas profiter du truc. Mais voilà, franchement, moi je trouve que Cloverworks a bien fait ça. Et j'ai pas de soucis là-dessus. Après cela, Tokiyuki se montre alors étonnamment condescendant et fort peu aimable quand il dit qu'il n'en a rien à faire de comment Oshina va mourir, ce qui va bien sûr passablement énerver ce dernier. Et faut bien que je critique un peu, donc ça va être le moment où je vais critiquer des trucs. Ça arrive.
Parce qu'ici, en fait, c'est l'expression de Tokiyuki, hein, quand il parle à Oshina, qui dit qu'il n'en a rien à faire de comment il va mourir. Parce qu'en fait, je la trouve pas assez dédaigneuse comme dans le manga, où on ressent vraiment tout le dédain, voire le mépris qu'a Tokiyuki pour l'attitude suicidaire qu'a Oshina. Et du coup, je trouve ça un peu dommage de s'être raté là-dessus. Enfin, raté, j'exagère, hein, mais je veux dire, de ne pas avoir mis la bonne expression, enfin en tout cas celle du manga, moi je trouve qu'elle est meilleure que celle de l'anime. Parce que je trouvais quand même que c'était un peu important quand même. Hein, on voit un peu je ne vais pas dire le côté sombre de Tokiyuki, mais on voit quand même que bon, souvent il est très gentil, très mignon, tout ça, mais il peut avoir son petit caractère quand même, et quand il s'énerve, ben voilà, il y a quand même parfois des attitudes. Et justement, quand Tokiyuki sort de son attitude classique, on se dit là, il y a un problème, là, ça choque un peu dans un sens, parce que c'est pas courant. Et donc du coup, je pense que ces moments-là, il faut les réussir correctement. Et je sais pas, là, je sais, encore une fois, je ne suis pas dans le conseil de décision de l'anime, hein, donc je sais pas pourquoi ils ont décidé de ne pas faire la même expression. Euh, mais moi, je trouve ça un peu dommage, du coup, parce que je trouve que la scène est tout un peu amoindrie. Là, on a l'impression que Tokiyuki, en fait, il s'en fout un peu. Il est juste pas content, mais alors que vraiment, dans le manga, on voit vraiment sa tête. Je dis, voilà, il est pas content, là. Donc voilà. Encore une fois, hein, je vais pas passer 20 ans à me plaindre, sinon on fait que ça pendant tout le truc. Mais voilà. Du coup, au crépuscule du jour, les armées rentrent à leur camp respectifs, mais la brouille entre Oshina et Tokiyuki n'est pas finie. Hein, le général de Shinano tire même son épée et menace Tokiyuki, toujours enragé par le fait que le jeune garçon n'ait que faire de la façon dont il meurt. Et pendant qu'Oshina déclame son point de vue, Tokiyuki reste silencieux, et un court intermède culturel se déploie avec une mise en scène intéressante, car les scènes qu'on voit s'y jouent dans la silhouette de Tokiyuki, et je trouve ça plutôt bien pensé. Plutôt que juste de faire les scènes, mais ils ont quand même fait un espèce de carcan comme ça avec la silhouette de Tokiyuki, et je trouve ça très bien pensé. Et justement, ensuite, c'est à Tokiyuki d'exposer son point de vue, non sans avoir d'abord lancé une giclée de saké à la face d'Oshina, ce qui bien sûr énerve encore plus le général. Et encore une fois, on se dit, mais Tokiyuki, il a un problème là, c'est pas possible, parce que généralement, c'est jamais ce qu'il ferait de toute sa vie. Mais voilà, on va voir après qu'il y a une raison. Et du coup, ça énerve beaucoup le général, qui tente alors de trancher l'outrecuidant messager. Bien sûr, il n'y arrive pas, car c'est Tokiyuki hein, qui essaye d'avoir. Et bon, on sait très bien que c'est difficile de toucher Tokiyuki. Hein. On l'appelle pas l'insaisissable samouraï pour rien. Mais après ce beau discours à la gloire de la vie, il fallait évidemment de la comédie, et c'est Tokiyuki qui va s'en charger, car les éclaboussures de saké l'ont bien enivré. Et ici, Cloverworks ne s'est pas raté et adapte la scène à la perfection, avec un Tokiyuki vraiment bien bourré. Mais alors là, il doit avoir quelques grammes dans le sang, le garçon. Hein. Le visage a l'expression exagérée, le rouge vif symbolique de la personne ivre, et une voix qui l'est tout autant. D'ailleurs, il faut encore que je loue la performance d'Asaki Yuikawa. Excusez-moi encore de lui faire que des louanges, mais il faut avouer qu'elle est parfaite dans son rôle. Car elle donne un ton de voix ivre vraiment parfait, et ça m'a vraiment épaté. Vraiment l'impression qu'il est bourré comme jamais. Donc voilà, encore une fois, parfaite prestation de Asaki Yuikawa. Et c'est ensuite que Tokiyuki déclenche sa plus terrible technique, l'attaque crevette. Oui, j'ai appelé ça comme ça. Ou l'attaque de la crevette bourrée. C'est vrai que c'est plus drôle aussi. Alors bien sûr, ça c'était un nom que j'ai inventé moi-même, hein, parce que ça n'est pas dit dans l'anime. Mais c'est en référence à ce que dit Kojiro quand il voit cette attaque loufoque, disant que Tokiyuki ressemble à une crevette pliée ainsi. Donc, et c'est vrai qu'effectivement, il ressemble un peu à une crevette. Donc, en plus, comme il n'est pas très fort en habitude, je trouve que ça va parfaitement. Et ici, j'adore l'extrême débilité de cette attaque, déjà. Dans le manga, ça m'a déjà fait rire. Alors que si dans Cloverworks, c'est encore pire parce qu'ils ont bien, ils ont bien, ils ont bien mis. Pourtant, ça a un sens, hein, je veux dire, il n'attaque pas n'importe comment juste parce qu'il a envie de taper avec son cul. Et d'ailleurs, Fubuki l'explique plus bien. Il utilise ses muscles de fuite pour aller attaquer Oshina. C'est quand même, c'est un peu paradoxal, mais ça marche très bien. Cependant, comme dirait l'autre, eh ben, si au départ je suis très content de ce qu'a fait Cloverworks, moi je trouve que du coup ils en ont fait un peu trop dans la comédie encore une fois, avec les attaques à répétition et des bruitages comiques,
Car si forcément dans le manga c'est ni animé ni bruité, hein, c'est un manga, on voit tout de même la force de l'impact des attaques du fessier de Tokiyuki. C'est ça qui rend la scène cocasse, la puissance de l'attaque combinée au ridicule de la pose. Dans l'anime, tout passe par la comédie. Je trouve qu'il n'y a aucun impact, il n'y a aucune puissance qui se dégage euh, de cette attaque. Et donc voilà, c'est un peu dommage. Parce que du coup, il y a un peu, je sais pas si c'est un message qu'a voulu passer Yusuke Matsui. Je ne suis pas devin et je ne serai pas, je ne vais pas me dire ah oui, j'ai tout compris de ce qu'a dit l'auteur, bien sûr, je sais tout. Non, pas du tout, mais de ce que moi je ressens, j'ai l'impression que le message c'était justement ça. Enfin, en tout cas, l'idée, en tout cas, c'était justement ça, de faire une attaque puissante. Ah, en tout cas, la représenter puissante, parce qu'en fait, Yoshina, il a pas mal, il lui a pas arraché la tête, hein, donc elle n'a pas vraiment de puissance, mais la représentation que Yusei Matsui en fait, c'est un truc avec une aura, enfin, on pourrait croire qu'il est passé Super Saiyan, toi. Et voilà, alors que Cloverworks prend juste l'esprit comédie et il lui fait attaquer avec des bruitages comiques. Donc voilà. Moi, je suis pas très fan de ce truc-là. Surtout que ça va très vite, un peu trop vite même. Et donc, du coup, je sais pas, il y a un truc que je n'aime pas. Mais voilà, encore une fois, on peut pas tout aimer, comme je dis à chaque fois, ça arrive. Mais je vais quand même continuer à chipoter, parce que tant qu'on y est, à chipoter sur les trucs, bah voilà, il y a parfois des épisodes parfaits où j'ai absolument rien à critiquer. Là, un peu quand même. Mais là, j'avoue, c'est un peu un détail, mais je trouve ça intéressant quand même, dans le manga. C'est dommage que Cloverworks n'ait pas rajouté. Car pendant que Tokiyuki fait son attaque de la crevette bourrée, là, eh ben, il y a Kojiro qui fait une réflexion intéressante, hein, parce qu'il est impressionné par Tokiyuki, qui a réussi à dominer des soldats prêts à mourir avec son désir de fuir. C'est dommage vraiment, parce que c'est une réflexion plutôt bonne, hein, il a tout à fait raison. Chacun a exposé ses arguments, et au final, c'est comme Tokiyuki qui l'emporte, avec son attaque fessière, comme ultime argument, et ça marche. C'est ça qui est incroyable quand même, c'est que Oshina a dessoulé, lui comparé à Tokiyuki qui est toujours saoul, et il a finalement fini par accepter. Bon, bien sûr, Shinomiya a bien aidé aussi, hein. Donc, on peut pas dire que Toki il a fait ça tout seul, mais voilà, les deux en combinaison, ça a fini par le convaincre. Mais une fois que Oshina accepte de battre en retraite, bien, cette mission se finit donc par un plan sur Tokiyuki endormi, mais toujours bien bourru. Cloverworks a bien exagéré l'expression d'ailleurs, car dans le manga, il a juste l'air endormi paisiblement, tout mignonnement, machin, alors que dans l'anime, il a pris une sacrée cuite, hein. Franchement, il a la gueule ouverte, il a l'air complètement bourré, le visage rouge comme pas une crevette, mais comme un homard. Donc voilà, encore une fois, là, c'est un bon exemple de Cloverworks qui va plus loin que Yusei Matsui. Et bon, moi ça ne me dérange pas, hein, c'est rigolo quand même, hein, mais voilà, on voit la différence d'interprétation. Et ensuite, la scène avec le légat Kiwara et Ishikawa vire encore une fois un peu trop à la comédie, à mon sens, car tout ce qui s'y passe est dans le manga. C'est un peu trop nerveux, trop. C'est la comédie nerveuse où il faut ce soir. Attention, soyez attention, comme dirait une connaissance à moi, le vénérable Nick from Lausanne, on agite les clés comme ça pour dire ah regardez, c'est rigolo. Et bon, dans le manga il n'y a pas ça et c'est pas nécessaire. Alors oui, il y a une blague, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de la faire aussi nerveuse. Et du coup moi ça m'énerve, du coup voilà, je n'aime pas. Mais bon, ensuite on a une belle scène quand même, hein, finalement, je veux dire du bien aussi de cet épisode, entre Kojiro et Tokiyuki, où ce dernier demande à Kojiro s'il le suivra, même si sa voix n'est pas celle des guerriers, dit de sa famille, hein, parce que on se rappelle, tous les Hojo se sont suicidés en même temps, alors que lui il a choisi plutôt la vie. Bon, Kojiro dit bien sûr, moi je suivrai plutôt dans la vie que dans la mort. Encore une fois, très belle réflexion aussi. Bon, après ça, il n'y a rien de bien exceptionnel, hein, dans cette scène, qui est en fait finalement un peu la même chose que dans le manga. Surtout que, avec la belle musique de fond et la voix presque émouvante d'Asaki Yuikawa, encore une fois, désolé, mais elle fait que des bons trucs. Cela sublime vraiment la scène du manga. Je pense que la seule différence que je note, c'est l'expression de Tokiyuki, qui est plus princière dans le manga, tu vois. Là où dans l'anime, c'est plus neutre. Je crois que du coup, pour ce détail-là, en tout cas, je vais préférer le manga, parce que je sais pas, ça donne un peu. Faut pas oublier que Tokiyuki est quand même était supposé être l'héritier de la régence du shogunat de Kamakura, donc il est quand même de haute extraction. Donc voilà, j'aimais bien cette expression
un peu princière comme ça, ou un peu badass aussi quand même. Et donc là où l'anime, ils sont contents de faire un truc un peu plus neutre, un peu plus kawaii choupi, bon, voilà, un peu dommage, mais encore une fois, là, je chipote vraiment pour rien. Et en guise de cliffhanger, Yonemaru, le soldat du Lega, revient à la charge dans un superbe plan fixe, style Harmonicell, et de quoi finir l'épisode en beauté. Mais aussi cette review qui est déjà très longue, donc je crois que c'est la plus longue à mon avis. Mais il y avait beaucoup de choses à dire sur cet épisode quand même. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 12, parce que je vais pas dire quand, parce qu'à mon avis ça va pas arriver tout de suite. Et aussi à bientôt pour le prochain chapitre du manga. Et au revoir.